à lancer l'enregistrement et puis et commencer tranquillement avec la présentation de Laura. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci Xavier, merci pour l'enregistrement. Donc normalement, ça devrait fonctionner d'ores et déjà. Donc, je vais vous partager ma présentation. Vous me direz si vous la voyez correctement. Est-ce que vous voyez la présentation? Elle est là, effectivement, elle arrive. Et tu peux la mettre en grand. Voilà, parfait. Alors, je vais commencer. Très bien. Alors, donc, cette présentation a pour but de présenter cette fameuse REP, donc filière à responsabilité élargie du producteur, qu'on appelle REP PMCB pour produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Alors, quels sont, donc, quand on parle de des déchets du bâtiment et de cette future filière, quels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés? Donc dans le secteur du bâtiment, c'est vrai que l'enjeu est particulièrement important puisque donc sur les 224 millions de déchets que le secteur du BTP, donc bâtiments et travaux publics, génère en France, plus de 40 millions de tonnes de déchets sont issus du bâtiment. Cela représente l'équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages en France. Donc c'est vraiment très important. Et sur ces 40 millions, c'est vrai qu'il convient de rappeler que plusieurs millions de tonnes de déchets continuent chaque année à aller en décharge. Donc, ce que l'on appelle les déchets du bâtiment, ce sont les déchets qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment, et aussi des aménagements liés à son usage. Ils se répartissent de la manière suivante, 75% de déchets inertes, soit environ 30 millions de tonnes de déchets, 23% de déchets non dangereux, non inertes. Donc là, je les ai détaillés dans le diaporama, hein, vous aurez la présentation a posteriori, donc métaux, bois, plâtre, laine minérale, etc. Et enfin, 2% de déchets dangereux, à savoir que ça contient notamment les déchets amiantés. Sur l'ensemble de ces déchets, la valorisation est estimée à 70% dans le secteur du BTP. À noter qu'aujourd'hui, il s'agit essentiellement des déchets inertes en fait, qui sont envoyés en remblaiement de carrière, et que c'est aussi un des enjeux, c'est d'agir, on va dire, à un autre niveau et de permettre une valorisation plus importante de ces déchets. Donc la filière dont nous parlons aujourd'hui a été créée par la loi AGEC. La loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire de février 2020. Donc la loi AGEC a prévu la création de cette filière spécialisée donc, dans les produits et matériaux de construction du bâtiment, afin en fait de permettre le financement par les industriels du secteur de la collecte et de la valorisation de ces déchets. La mise en œuvre de la filière, ça on y reviendra peut-être, mais elle était initialement prévue en janvier 2022 et elle a été repoussée d'1 an, bien qu'on en connaisse déjà les contours actuellement. Sans trop détailler pour le moment. Ta présentation a sauté. Mince, alors ne bougez pas. Ne bougez pas, je vais réessayer de représenter. J'espère que ça va marcher cette fois. Est-ce que ça s'est réapparu? Très bien, c'est revenu. Très bien. J'espère que ça se produira pas trop souvent. N'hésitez pas à me le dire le cas échéant, parce que c'est vrai que je peux ne pas m'en rendre compte tout de suite. Donc sans rentrer pour le moment dans le détail, les buts de la filière sont les suivants. Donc tout d'abord, permettre la réduction des dépôts sauvages et donc pour cela améliorer la collecte des déchets du bâtiment. Et ce, donc par plusieurs mécanismes. Tout d'abord en permettant leur reprise sans frais au maximum, en densifiant le maillage des points de collecte de ces déchets ou encore en améliorant la traçabilité.
mais aussi, par exemple, en renforçant le pouvoir des maires sur le sujet ou en renforçant les sanctions qui sont applicables en cas de non-respect de la réglementation en vigueur. Enfin, on sait que cette REP, donc elle prévoit que la prise en charge par les filières du coût de nettoyage des dépôts sauvages. Cette prise en charge, donc elle s'effectue au prorata des déchets présents dans les dépôts et elle permet en fait de transférer le coût de nettoyage de ces dépôts, vers les filières et non plus vers les contribuables. Et un deuxième grand but de la création de cette filière, c'est donc évidemment prévenir la saturation des décharges et ça, donc ça se fait, par donc le développement du recyclage matière et du réemploi. Je vais simplement, avant de rentrer, dans le sujet de la REP qui nous intéresse aujourd'hui, rappeler brièvement donc ce qu'est une filière à responsabilité élargie du producteur. Donc les filières dites REP ont été créées, en fait, afin que les producteurs soient responsables de la fin de vie de leurs produits, notamment du point de vue financier. Il s'agit donc initialement de l'application concrète du principe pollueur-payeur. Ce principe, donc, il a été créé dans un contexte, dans les années 60, d'accroissement de la consommation, de la production de déchets, avec une loi, qui est intervenue en 75 pour traiter de l'élimination des déchets et de la récupération des matériaux. Et donc le principe de la REP à proprement parler, il est formulé par, l'OCDE dans les années 90 et en France, donc on a, l'apparition de la première filière REP en 1993, qui était donc la filière REP emballage, qui est la plus ancienne. Les produits concernés par la REP dans un premier temps, c'était d'abord ceux donc au tonnage les plus importants, mais également les produits dangereux ou dont le recyclage, pouvait être particulièrement coûteux. Hem, Parmi les objectifs donc de ces filières REP, évidemment développer le recyclage, prendre en charge les coûts de gestion des déchets, mais aussi travailler sur la prévention. À ce titre, donc on peut quand même noter que depuis la loi AGEC, l'obligation de financement, pour les filières REP s'est étendue aussi à l'éco-conception, au réemploi et à la réparation et on va un petit peu en parler donc pour la filière qui nous intéresse aujourd'hui. Sur ce schéma, vous pouvez voir, c'est toujours bien d'avoir ça en tête, c'est un schéma de l'ADEME qui récapitule en fait les différentes filières REP, de la première donc en 93 jusqu'à la dernière prévue par la loi AGEC qui sera celle des engins de pêche en 2025. Et on y retrouve donc la REP bâtiment telle qu'elle était prévue, aux côtés d'autres REP, en 2022. Donc, les filières REP, ça c'est juste pour terminer un petit peu le point généraliste et pour qu'on ait tous, en tête le fonctionnement d'une filière REP. Donc au sein de chaque filière, il y a la création d'éco-organismes, donc qui sont à but non lucratif et agréés par l'État sur la base d'un cahier des charges. Les membres donc de ces éco-organismes sont les producteurs, concernés et leur mission est de répondre donc collectivement aux obligations qui sont les leurs. Pour cela, ils vont recueillir des contributions, donc qui sont versées par les producteurs et ensuite ces contributions vont servir à financer le recyclage ou le traitement des déchets via en fait des soutiens versés, aux collectivités ou aux opérateurs chargés de la collecte et du tri. On a 2 fonctionnements distincts, d'éco-organismes. On a d'abord les éco-organismes contributifs ou financiers. Donc dans le cadre de ces éco-organismes-là, les éco-contributions sont redistribuées aux collectivités, qui ensuite assurent la gestion. Ça, c'est le modèle le plus courant. Et dans le deuxième cas, donc les éco-organismes opérationnels, les éco-contributions sont utilisées directement pour contractualiser avec des prestataires, qui assurent la gestion des déchets. Donc je reviens vraiment à la filière qui nous intéresse aujourd'hui, donc la filière REP, PMCB. Donc elle a été instituée par la loi AGEC ainsi qu'un décret du 31 décembre 2021 et elle devait être mise en place en 2022, mais le sera finalement en 2023. Donc c'est-à-dire que, les éco-organismes se préparent en fait, courant 2022 pour un début de prise en charge des coûts, au 1er janvier 2023. Le cahier des charges, donc c'est ce dont on va parler, maintenant. Donc c'est en fait un cahier des charges à destination des éco-organismes qui est actuellement en cours de concertation. Donc ce cahier des charges, il vise à fixer en fait, plusieurs aspects donc de la future, REP, notamment les modalités et objectifs en termes de collecte et de valorisation.
Et on a plusieurs éco-organismes pressentis comme Écominéraux, Valobat, Écomobilier ou encore Valdelia. Il est aussi prévu, donc il est possible en fait que plusieurs éco-organismes soient agréés et donc dans ce cas-là, il y aura ce qu'on appelle un éco-organisme coordonnateur qui sera créé en fait pour assurer la cohérence entre tous les éco-organismes au sein de la filière REP et puis servir de guichet unique pour les usagers. Concernant donc le périmètre de la REP, donc l'arrêté portant cahier des charges fixe plusieurs points. D'abord, donc, qui est concerné par cette filière REP? Donc, il s'agit des industriels fabricants ou importateurs de produits et matériaux de construction destinés à être cédés à la maîtrise d'ouvrage ou à l'entreprise de construction. Sur vraiment les produits et matériaux dont il s'agit de ceux constitués majoritairement de minéraux, dont le béton, mais aussi les autres familles de matériaux tels que les produits à base de métal, de bois, de plastique, comme c'est détaillé sur le diapo. Donc voilà, ça compte aussi les déchets alimentés, mais ça je l'ai dit un petit peu plus tôt. Les déchets concernés sont donc ceux qui sont issus des chantiers de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition. Sachant qu'on a quand même des exclusions, c'est-à-dire que ne sont pas concernés les déchets issus donc du secteur des travaux publics, donc les routes, les ponts, etc., mais aussi ceux qui sont utilisés temporairement pour la durée du chantier et les terres excavées. La reprise sans frais des déchets est prévue aussi selon les modalités suivantes. Donc, dans un premier temps, en cas de collecte séparée, donc ça, c'est selon les modalités du tri 7 flux qui est prévu par le Code de l'environnement. Pour rappel, donc, le tri 7 flux veut que les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets donc, de papier, métal, plastique, verre, bois, fractions minérales et plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets également. Et sinon, donc, le deuxième cas, c'est la collecte conjointe, donc qui peut assurer aussi une reprise sans frais, sous réserve, et ça c'est très important, d'une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée. C'est-à-dire en fait que cela ne doit pas affecter la capacité donc, des déchets à faire l'objet d'une préparation en vue d'une réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation. Donc voilà, ça c'est vraiment un point qui nous est cher parce que c'est vrai que on sait que voilà, forcément ça nécessite d'autant plus d'attention si en effet la collecte conjointe est mise en place. Et enfin, à noter que l'éco-organisme peut proposer des règles de tri plus exigeantes aux acteurs qui le souhaitent en contrepartie d'une compensation financière. Concernant les points de reprise, donc je disais que, un des points notamment sur lesquels en effet le fonctionnement de cette REP allait fonctionner et donc la densification du maillage en fait des points de reprise et de collecte. Et donc les éco-organismes devront établir un maillage territorial de l'ensemble des points de reprise. De l'ensemble donc des déchets du bâtiment qui sont triés, en concertation avec les collectivités, en s'appuyant sur les documents de planification régionaux qui sont déjà existants. Et ce maillage donc, devra assurer une distance moyenne de 10 km entre le lieu de production du déchet et l'installation de reprise. Sachant que c'est porté à 20 km dans les zones qui sont dites donc, avec densité de population et d'activité plus faible. Voilà, donc des installations, au moins la moitié devront reprendre également les déchets dangereux et leur capacité de collecte devra correspondre à la quantité estimée de déchets produits dans la zone considérée. Le maillage sera quand même progressif, c'est-à-dire que voilà, selon le calendrier là qui est détaillé, donc 50% des points devront être opérationnels en 2024, 75% en 2025 et 100% à l'horizon 2026. En termes d'éco-conception, le cahier des charges donc, des éco-organismes prévoit plusieurs dispositions. Premièrement, donc, l'application de primes et de pénalités sur la réemployabilité, la recyclabilité
l'incorporation de matières recyclées et aussi la présence de substances dangereuses. Donc voilà, ça c'est vraiment les critères à minima qui doivent être pris en compte, sachant qu'il peut y en avoir d'autres éventuellement sur proposition des éco-organismes, mais que ceux-ci doivent absolument être pris en compte. Également, l'éco-organisme doit prévoir des études sur les possibilités d'incorporation de matières recyclées et aussi la prise en charge des déchets sur les chantiers, tout comme un plan d'action, c'est-à-dire dans les 3 ans de l'agrément, l'éco-organisme doit proposer un plan d'action en termes d'éco-conception et aussi de déconstruction éco-conduite. Également, donc le projet d'arrêté entend aussi fixer quelques points sur l'allongement de la durée de vie, puisque donc, comme je disais tout à l'heure, mais on est aussi vraiment dans une démarche voilà, d'être sur l'amont aussi, sur vraiment la prévention des déchets et pas seulement donc la gestion. Il faut quand même noter qu'on n'a pas donc de fonds réemploi pour cette filière REP. En fait, les fonds réemploi sont prévus par la loi AGEC, tout comme les fonds réutilisation, et ils sont destinés normalement aux structures comme les ressourceries, les recycleries, mais aussi plus généralement les structures de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, grâce à ce fonds réemploi, normalement, les filières qui produisent certains types de produits doivent contribuer en fait à hauteur de 5% des éco-contributions à ce fonds réemploi. C'est une manière vraiment de garantir, on va dire, un certain financement du réemploi au sein de la filière. Donc là, on n'a pas ce fonds réemploi dans la filière qui nous intéresse aujourd'hui, mais on a tout de même un soutien financier qui est prévu à destination des points de reprise qui ont en fait une zone dédiée aux déchets réemployables ou réutilisables. Et donc, selon cette disposition, les déchets seront mis à disposition sans frais des opérateurs du réemploi, de la réutilisation et au moins de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, toujours en termes d'allongement de la durée de vie, les éco-organismes agréés en fait, devront dédier un budget d'au moins 2% des contributions à la réalisation et au soutien d'actions d'information et de sensibilisation quant aux possibilités de réemploi et de réutilisation, donc à destination des acteurs de la filière. Voilà. Donc c'est quand même des dispositions en faveur de l'allongement de la durée de vie des matériaux du bâtiment. On a aussi des objectifs de réemploi qui sont fixés. Donc, l'objectif est de viser le réemploi d'au moins 5% des produits et matériaux du bâtiment, au plus tard 6 ans après l'agrément de l'éco-organisme. Donc, en fait, dans cette optique, l'éco-organisme met en œuvre des actions pour atteindre les différents objectifs annuels, donc 2% en 2024 et les 5% donc, atteints en 2027. Donc ça concerne donc les déchets qui devront être réemployés ou préparés en vue de leur réutilisation. Mais donc les opérations de remblayage des zones excavées ou pour les travaux d'aménagement paysager ne sont pas éligibles, donc ne rentreront pas dans ces 5%. Enfin, comme évoqué précédemment, l'éco-organisme doit aussi élaborer un plan d'action pour développer le réemploi et la réutilisation, et ce donc dans les 6 mois suivant son agrément. Et enfin, donc on va finir sur les objectifs de collecte et de valorisation. Donc des objectifs de collecte et de valorisation sont prévus par le cahier des charges. Donc je ne vais pas les détailler un à un, mais vous aurez de toute façon la présentation. Et donc les objectifs qui sont fixés concernent la collecte et la valorisation matière et énergie. Et concernant la collecte et le recyclage, des objectifs annuels ont été fixés par matériau. Donc on le voit là dans la deuxième partie du diaporama, mais on a donc des objectifs selon qu'il s'agisse du béton, du métal, du bois, du plâtre, des plastiques et du verre, qui sont donc différents en fonction, bien sûr, de l'atteinte déjà des résultats. Et puis, on voit que ces objectifs seront atteints en 2 temps. Donc, on a toujours une partie donc, en 2024, puis en 2027, en fait, afin de pouvoir
éventuellement suivre la trajectoire de ces objectifs de collecte et de recyclage par matériaux. Voilà. Eh bien, Et, eh bien, moi. merci beaucoup, Laura, pour cette introduction, cette mise en bouche, pour nous expliquer en quoi la REP, voilà, ce qu'elle comporte, quel est son contenu, quelles sont encore les zones de flou. On a bien noté que le cahier des charges ou les cahiers des charges étaient en cours de concertation. Donc il y a encore toute l'année 2022 pour mettre ça en place. Et je pense que s'il n'a pas été mis justement en place en janvier 2022, c'est que tout n'était pas encore prêt dans ces cahiers des charges. Dans le chat, on a Jérôme Dassini, qui est directeur affaires publiques à Valobat, qui nous fait remarquer que le mécanisme de progressivité pourrait évoluer à la suite de remarques de nombreux acteurs dans les prochaines versions du cahier des charges. Donc voilà, on voit bien que dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est vraiment sur le cahier des charges que l'attention va se porter et que tout le travail reste à faire. S'il n'y a pas de questions de compréhension, je propose de donner la parole à Benjamin Denis, qui est responsable des relations institutionnelles au groupe Séché et qui va justement aborder certaines parties, on va dire, de ce que concerne la REP bâtiment. Et je voyais tout à l'heure que dans la slide de Laura sur le cahier des charges, il y avait justement la présence des substances dangereuses qui étaient encore en discussion, et je pense que le groupe Séché va pouvoir nous en parler un peu plus. Bonjour à tous, je vous partage ma présentation. Est-ce que vous la voyez bien? Très bien, elle apparaît. Ah, parfait. Le groupe Séché Environnement, c'est une entreprise industrielle familiale qui a été créée en 1985 et dont le siège historique est à Changé, donc en Mayenne, donc en Pays de la Loire, avec une implantation forte sur la région Pays de la Loire et maintenant des implantations sur l'ensemble du territoire national et aussi à l'international. On est actif et une référence sur la gestion de tout type de déchets, donc déchets non dangereux, déchets des entreprises, déchets des collectivités locales, avec quand même une forte spécialité et une reconnaissance sur la gestion des déchets dangereux, aussi bien de la collecte, du recyclage, de la valorisation et de l'élimination. On a aussi une expertise particulière en matière de dépollution et d'intervention en situation d'urgence environnementale. À titre d'exemple, on a aujourd'hui des équipes qui sont sur place au Chili pour intervenir sur la marée noire qui a lieu en ce moment. Ou comme vous pouvez le voir sur l'image, on est aussi intervenu sur les pollutions au plomb sur la cathédrale Notre-Dame de Paris suite à l'incendie. Et donc sur l'ensemble de nos implantations, on met en place une démarche d'écologie industrielle et territoriale pour s'inscrire sur le territoire sur lequel on est implanté et pour offrir des solutions aux industriels et aux collectivités présentes. Nos métiers, donc le premier, c'est l'économie circulaire, qui est la base de notre raison d'être, avec des métiers qui visent aussi bien le recyclage des déchets dangereux et des déchets non dangereux, et la création de boucles locales d'énergie, donc aller récupérer l'énergie qu'on peut produire à partir de déchets pour ensuite la mettre à disposition du territoire. On a aussi une expertise très forte en matière de maîtrise de la dangerosité, donc c'est ce que je vous disais précédemment, avec la neutralisation et le traitement des déchets. Donc, quand on parle de dangerosité, on va parler aussi bien de déchets dangereux, avec des solutions de recyclage qui permettent en fait de sortir la partie dangereuse du déchet qu'on va recevoir pour ensuite pouvoir remettre sur le marché la partie non dangereuse et pouvoir traiter correctement la partie dangereuse. Et des solutions de neutralisation par des installations de stockage et d'inertage de déchets dangereux et non dangereux. Puis la partie service à l'environnement, donc la dépollution et l'intervention pour les urgences environnementales, et aussi des services logistiques avec l'allocation de contenants de collecte, des prestations de transport. Et donc là, vous pouvez voir la plateforme logistique multimodale qui est située à Longfuy, donc en Mayenne. Sur la REP PMCD, on voulait faire un focus un petit peu sur la gestion des déchets dangereux, qui est un aspect important, il nous semble, de la REP des déchets du bâtiment, et dont on a pu avoir l'impression, notamment via l'étude de préfiguration qui a été faite par l'ADEME
avant la mise en œuvre de cette REP, quel était un peu parfois l'angle mort de cette nouvelle REP. Ce que prévoit aujourd'hui le dispositif réglementaire, c'est qu'on a un maillage territorial spécifique pour les déchets dangereux. Donc la moitié des installations de collecte des déchets du bâtiment devront proposer des solutions de reprise des déchets dangereux. Et donc avec une évolution de leur rubrique ICPE pour pouvoir accepter ces déchets et donc mettre en place les éléments qui permettent de les recevoir correctement. L'éco-organisme peut également limiter la prise en charge des déchets d'amiante. Il devra réaliser dans les 2 années qui suivent l'obtention de son agrément une étude qui vise à qualifier et quantifier la présence de POP dans les déchets du bâtiment. Donc les POP, c'est les perturbateurs organiques persistants. Ce sont des substances qui sont dangereuses pour la santé humaine ou pour l'environnement et qui, du coup, à ce titre, sont réglementées par des conventions internationales, notamment la Convention de Stockholm et le protocole d'Aarhus au niveau onusien, et donc qui visent à réduire la présence de ces substances dans les produits, et donc, de par là même, réduire également, enfin, gérer de manière différente les déchets qui contiennent des POP pour éviter de réintroduire dans des cycles de production ces substances. Donc, pour aller un peu plus loin sur les déchets dangereux, on voit que l'étude de préfiguration de l'ADEME a bien identifié les déchets d'amiante. On a un cadre réglementaire qui est déjà existant et bien établi, et donc on voit que cette gestion des déchets d'amiante devrait être bien prise en compte dans la future REP, bien que la limitation de la prise en charge de ces déchets d'amiante par les éco-organismes pour entraîner des effets un petit peu contre-productifs, où du coup, certains détenteurs de déchets d'amiante, s'ils se voient refuser la prise en charge de leurs déchets, pourraient du coup aller vers des filières non adaptées, voire s'orienter vers des filières illégales avec des dépôts sauvages. Mais ces déchets sont bien identifiés. On a également qui sont bien identifiés les déchets dangereux diffus, qui relèvent aujourd'hui, enfin qui sont les déchets que les collectivités connaissent qui sont pris en charge aujourd'hui par la REP EcoDDS. Donc on va trouver ce qui va être peinture, solvant, les acides, les bases. Donc là aussi, on devrait avoir en fait une extension de la REP DDS à ces flux-là. Et puis on se rend compte qu'il y a d'autres déchets dangereux qui aujourd'hui n'ont pas forcément été identifiés par cette étude de préfiguration, mais qui pourtant sont bien présents dans les déchets du bâtiment. Donc on va avoir les bois créosotés, qui sont des bois en fait traités pour être inflammables, sachant que la créosote est aujourd'hui une substance qui est interdite de mise sur le marché depuis plusieurs années, mais on peut encore retrouver donc, des bois qui ont été traités à cette substance dans les bâtiments. Et donc dans les déchets après des bâtiments, on pourra les retrouver. Les plastiques qui contiennent des POP, notamment qui contiennent des retardateurs de flamme brûlée, les produits à base de goudron et certains textiles qui là aussi peuvent contenir des POP, des retardateurs de flamme brûlée, des phtalates, des PFAS, des biocides, qui en dépassant certains seuils peuvent être soit qualifiés de déchets POP, soit qualifiés de déchets dangereux. On va notamment retrouver certaines moquettes qui peuvent être très fortement traités et qui donc vont être des déchets dangereux. Et on se rend compte que ces déchets n'ont pas forcément été identifiés et pour nous, il est quand même indispensable que les spécificités qui sont liées à la gestion de ces déchets dangereux soient bien intégrées le plus en amont possible dans le cadre de la REP et par les éco-organismes. Donc une bonne gestion, ça veut dire un tri à la source de ces déchets le plus en amont possible pour ne pas qu'ils se retrouvent mélangés à des déchets non dangereux. Une traçabilité fortement renforcée sur ces flux, des installations de collecte qui soient adaptées à ces déchets dangereux, et enfin l'orientation de ces déchets, de chacun de ces types de déchets, vers les bonnes filières adéquates de valorisation ou de traitement. Pour la gestion de l'amiante, aujourd'hui, on a des solutions qui existent et qui sont connues. On voit là une opération de désamiantage, donc il va falloir gérer ces quantités importantes d'amiante qu'on va pouvoir trouver dans les déchets du bâtiment par des équipes qui sont spécialisées, qui sont formées et qui reçoivent des agréments pour pouvoir traiter ces flux. Donc chez Séché, on a des solutions qui permettent de
de prendre en charge totalement, de manière totalement sécurisée ces déchets d'amiante sur l'ensemble du territoire national et quelle que soit la quantité qu'on pourra retrouver dans les déchets, dans les chantiers de déconstruction. Donc c'est très important de séparer ces flux le plus en amont possible parce que on sait que quand l'amiante est lié, il n'est pas dangereux, mais c'est une fois qu'il peut être cassé et qu'on a des fibres d'amiante qui vont se retrouver dans l'air, que là, ça devient un vrai danger pour l'environnement et pour la santé humaine. Donc, il est important de bien identifier ces flux pour pouvoir les orienter vers les bonnes filières, c'est-à-dire aujourd'hui le stockage par enfouissement dans des installations qui sont dédiées et conçues spécialement pour maintenir la dangerosité en dehors de l'environnement. Un petit point également sur certains types de déchets non dangereux. On l'a vu précédemment, l'objectif premier de la REP PMCB, c'est d'augmenter les taux de recyclage de certains flux et notamment on va penser aux déchets plastiques. On a des taux aujourd'hui de recyclage qui sont relativement faibles ou qu'on peut améliorer. Cela étant, on sait qu'on va retrouver dans ces déchets plastiques, au-delà des déchets plastiques qui peuvent être dangereux ou pop, des plastiques qu'on ne saura pas recycler ou qu'on ne sait pas encore recycler. Et donc pour ces flux-là, il nous semble important de mettre en avant la filière de la valorisation énergétique, d'aller sélectionner ces flux qui ont un haut pouvoir calorifique, un haut potentiel énergétique, pour ensuite les transformer en combustible dans des conditions qui sont réglementées par des arrêtés aujourd'hui ministériels et qui sont très encadrés. Et ensuite, ces combustibles, on va pouvoir les utiliser en substitution de combustibles fossiles, aussi bien pour alimenter des réseaux de chaleur urbains que répondre à des besoins de chaleur ou d'énergie des industriels pour leur permettre de décarboner leur production. Donc, à titre d'exemple, chez Séché, on a donc une installation de préparation des CSR sur notre site de Changé en Mayenne. Donc, on va préparer des CSR à partir de refus de tri de la REP écomobilier, donc avec certains bois non recyclables et certains plastiques non recyclables, et qu'ensuite on va pouvoir valoriser dans notre installation dédiée, qui va alimenter l'hiver le réseau de chaleur urbain de la ville de Laval, et l'été une coopérative agricole pour ses besoins en chaleur pour sécher la luzerne. Donc on voit qu'on est là typiquement dans un exemple d'écologie industrielle et territoriale qui s'ancre dans un contexte particulier et qui permet de répondre aux besoins parce que les chiffres ne sont pas recyclables. L'autre point sur lequel on voulait aussi appuyer dans le cadre de cette REP des déchets du bâtiment, et qui est aussi un des fondements de la création de cette REP, c'est la gestion des dépôts sauvages. Au moment de l'élaboration de la loi, l'actualité nous l'a rappelé de manière dramatique. Les dépôts sauvages, et notamment de déchets issus du bâtiment, sont problématiques, notamment pour les collectivités. Et donc, il va être important que les éco-organismes prennent bien en charge ces déchets. Et au-delà de la prise en charge de ces déchets qui est prévue par le cahier des charges, on va voir après, on va se retrouver dans des situations où on aura potentiellement des sites qui ont accueilli des dépôts sauvages qui seront pollués, qui peuvent être pollués avec des fibres d'amiante, pollués avec des hydrocarbures. Et donc nous, on pense que, alors c'est peut-être un peu en dehors du cadre de la REP, mais on pense que c'est important de dépolluer ensuite ces sites pour pouvoir leur rendre leur usage et pouvoir gérer de la biodiversité sur ces sites ou pouvoir leur rendre un usage pour construire sur ces terrains. Mais que juste gérer la partie dépôts sauvages, enlever les dépôts sauvages ne sera pas suffisant et que du coup, il faudra aller au-delà. Et là aussi, Séché a des solutions, les acteurs de la filière ont des solutions pour la dépollution de ces sites-là. Et en conclusion, assez rapidement, pour nous, acteurs de la gestion du déchet, les conditions de la réussite de la REP PMCB aujourd'hui, c'est avant tout une gestion de chacun des flux des déchets adaptés à leur spécificité et au territoire sur lesquels on s'inscrit. C'est ségréguer le plus en amont possible les déchets dangereux pour qu'ils aillent vers les bonnes filières de traitement
pour ne pas introduire des substances dangereuses dans des filières de recyclage et donc réintroduire des substances dangereuses ensuite dans des produits. Et donc, c'est traiter ces flux correctement pour préserver la santé humaine et l'environnement. C'est choisir les solutions de recyclage les plus proches et les plus adaptées pour chaque type de flux, mais aussi réfléchir à des solutions de valorisation énergétique lorsque les solutions de recyclage n'existent pas. Et pour pouvoir réussir cette gestion des flux adaptés à leur spécificité, on pense qu'il faut mettre en place une traçabilité renforcée, une traçabilité très importante qui permet de suivre les déchets de leur lieu de production jusqu'à leur traitement final, et voire même réfléchir peut-être à une traçabilité encore plus en amont, c'est-à-dire dès le stade de la construction en fait, des bâtiments, réfléchir peut-être à une éco-conception des bâtiments pour éviter de construire avec des matériaux qui ne sont pas recyclables. Et donc pouvoir tracer aussi les produits qui vont être utilisés dans la construction pour pouvoir ensuite les tracer quand ils seront déchets. Et la dernière condition sine qua non à la réussite de cette REP, c'est une bonne coordination entre l'ensemble des acteurs de la chaîne, les metteurs en marché, les éco-organismes, les collectivités locales, les producteurs de déchets et les opérateurs de la gestion des déchets. Il faut qu'on arrive à se mettre tout le monde autour de la table et à discuter de manière la plus intelligente possible pour justement trouver ces solutions qui sont adaptées en fonction des types de déchets et des territoires, et qu'on réussisse ensemble ce beau défi qu'est la mise en place de cette REP. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, pour cette présentation et intervention. Dans les personnes qui participent, je vais donner la parole à Isabelle Morel, là, qui a levé la main, qui a fait quelques remarques dans le chat. Allez-y, madame. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Donc, Isabelle Morel, chargée de mission environnement à la Fédération du bâtiment des Pays de la Loire. Donc, j'avais déjà une remarque sur le fait que vous classez les matières plastiques, matériaux plastiques du bâtiment dans les déchets dangereux, ce qui n'est absolument pas le cas, à moins qu'on ait changé la classification. Donc, on a bien des déchets inertes, on a des déchets dangereux et des déchets non dangereux. Et les matières plastiques utilisées dans le bâtiment en font partie, donc comme les gaines électriques, les canalisations PVC, le polyuréthane, le polystyrène expansé, tous ces matériaux utilisés, même s'ils sont en matière plastique, en phase mise en œuvre et en phase déchets, ce ne sont pas des déchets dangereux. Et ce qu'on espère, c'est qu'ils pourront être justement collectés et réemployés ou valorisés. Après, vous avez beaucoup parlé des déchets dangereux. On a une REP sur les déchets dangereux spéciaux. Les déchets diffus spéciaux qui vient d'être élargi aux professionnels depuis le 1er janvier, là, au 1er janvier 2022. Et on a le plus grand mal, avec l'éco-organisme EcoDDS, à avoir une mise en œuvre pragmatique de cette REP DDS. Alors, c'est normal, hein, ça vient juste de se mettre en place, mais nous, ce qu'on espère à terme pour toutes les entreprises du bâtiment, de quelque taille qu'elles soient, c'est qu'elles puissent avoir une reprise gratuite de leurs déchets dangereux, parce que vous avez cité l'amiante, c'est vrai que c'est une grosse problématique, mais l'amiante, elle est quand même prise en charge par des entreprises, soit de désamiantage, soit qui sont formées à ces sujets. Après, c'est sûr que la gestion des déchets, ça reste une problématique et c'est très coûteux. Mais on a aussi beaucoup de produits dangereux, des peintures, des bombes aérosols, des joints, de l'enduit. Ça, c'est vraiment le déchet dangereux qui est le plus courant chez nos adhérents. Les produits de traitement de bois et autres. Donc là aussi, sur ces déchets dangereux, on espère que la REP DDS va vraiment se mettre en place de manière effective, opérationnelle, et qu'on pourra avoir des points d'apport volontaire et aussi des collectes de déchets dangereux. Donc, je ne sais pas comment vous, Séché, vous positionnez avec cette REP DDS. Est-ce que vous avez justement, vous conventionneriez avec EcoDDS pour une collecte en entreprise ou sur chantier? Merci. Du coup, pour répondre, si j'ai laissé entendre que tous les plastiques des déchets du bâtiment étaient dangereux, je me suis mal exprimé et je m'en excuse. Cela étant,
aujourd'hui, on a des critères de classification de la dangerosité des déchets ou des critères de classification des déchets POP qui sont des seuils en fait par rapport à la présence de substances ou par rapport à leur écotoxicité ou des choses comme ça. Et il se trouve qu'il y a des déchets plastiques aujourd'hui qui ont été utilisés pour construire des bâtiments qui relèvent de la définition des déchets POP ou des déchets dangereux. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il est justement très important que ces déchets-là, ces déchets plastiques-là, ne se retrouvent pas dans les filières de recyclage des déchets non dangereux, parce que ça voudrait dire réintroduire en fait dans des cycles de production des substances dangereuses, et donc remettre auprès du grand public ces substances-là. Mais Et alors, donc, on a... excusez-moi, mais non, mais ça veut dire qu'on ne peut pas recycler du polystyrène expansé, du PVC. Enfin, il y a énormément de filières qui recyclent, qui micronisent du PVC, qui remettent en production. Ou alors à ce moment-là, on ne fabrique plus rien en plastique. Enfin, tous les PVC ne sont pas dangereux. Le PVC aujourd'hui, emballage ménager ou emballage industriel et commercial, ne sont pas des déchets dangereux. En revanche, on a des PVC qui ont été utilisés dans la construction de bâtiments qui dépassent les seuils et qui font qu'ils sont dangereux. Et donc, il est très important d'avoir en fait tout le débat qu'on a aujourd'hui, il est sur la caractérisation des flux. Et c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on soit capable de dire aujourd'hui dans les déchets dangereux, on a ce type de plastique, dans les déchets du bâtiment, on a ce type de déchets plastiques qui relèvent de la catégorie des déchets dangereux ou des déchets POP, et ceux-là qui relèvent de la catégorie des déchets non dangereux. Et donc on les identifie. On évalue à peu près les tonnages et les utilisations de chacun de ces types de flux. Et ensuite, quand on va avoir de la démolition, on les trie à la source pour séparer ceux qui sont dangereux ou POP de ceux qui ne sont pas non dangereux. Et ensuite, on peut envoyer les différents flux vers les bonnes filières, c'est-à-dire les déchets non dangereux vers les filières de recyclage qui existent et les déchets dangereux ou les déchets POP vers les filières de recyclage et d'élimination des déchets dangereux. Et sur la REP DDS, en fait, on voit que le scope de la REP DDS n'est pas tout à fait le même que la scope de la REP du bâtiment. Il y a des déchets de la REP bâtiment qui vont relever ou qui devraient relever de la REP DDS. En revanche, tous les déchets dangereux de la REP bâtiment ne relèvent pas d'éco-DDS. Typiquement l'amiante, c'est l'exemple. La REP éco-DDS, il y a une liste de produits. C'est l'arrêté produit qui dit voilà les produits qui relèvent de cette REP. Tous les autres flux ne vont pas relever de cette REP DDS et donc ils devront être pris en charge par un ou plusieurs autres éco-organismes. Mais EcoDDS devra prendre sa part dans la gestion des déchets du bâtiment qui relève de son arrêté produit. Aujourd'hui, on est déjà prestataire pour le compte d'EcoDDS sur la REP DDS ménager. Donc, on travaillera avec eux sur la partie déchets du bâtiment et avec les autres éco-organismes qui géreront les autres types de déchets dangereux. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, merci, mais je reste sceptique sur les plastiques. Mais bon, merci. On reviendra peut-être plus tard sur la question de la caractérisation des plastiques ou des déchets dangereux. J'ai quelques questions effectivement dans le chat, mais je propose que la question de M. Fontenot soit abordée tout à l'heure. Je propose là qu'on puisse enchaîner et je donne la parole à Valérie Verbet, directeur environnement et innovation du groupe Charrier SAS. Valérie, si tu peux prendre la main. Bonjour à toutes et à tous, pardon. Donc effectivement, je travaille au siège de l'entreprise Charrier sur des activités d'innovation, d'assistance technique et puis de gestion des questions environnementales. Je vais peut-être juste dire deux mots de... Attendez, je lance ma présentation. Voilà, vous voyez la présentation? Oui, tout à fait, c'est très bien. Donc, j'ai préparé un petit support, alors, un peu rapidement, sur un sujet qui reste encore assez obscur pour nous, même si ça devait effectivement démarrer en 2022. Donc, je vous livre la vision d'une entreprise de travaux publics qui n'a encore pas une vision complète, exhaustive de toutes les problématiques, de tous les enjeux.
Je vous redirai quand même juste pour que vous compreniez qui vous parle de ce qu'est l'entreprise Charlier pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, on a une entreprise familiale qui est implantée essentiellement dans l'Ouest, mais on voit l'Ouest plutôt au Pays de la Loire, avec des implantations aussi un petit peu en Bretagne et en Aquitaine. Donc, on travaille essentiellement, enfin, le plus gros de notre activité est quand même sur la Loire-Atlantique, Vendée, avec des métiers qui couvrent en fait depuis l'extraction de matériaux dans les carrières pour produire des granulats qui vont servir après à fabriquer des enrobés, à réaliser des infrastructures plutôt du type infrastructure routière. Dans le privé, ça va être aussi des plateformes industrielles. Donc c'est plutôt une entreprise de voirie. On va voir aussi sur l'activité en termes de répartition de chiffre d'affaires juste après. Néanmoins, donc on a une activité aussi de terrassement urbain, de génie civil et surtout effectivement pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'activité de déconstruction qui va être un petit peu en première ligne par rapport à ce sujet de la REP. Donc là, juste pour vous donner des ordres de grandeur sur la répartition de ces activités, l'activité carrière représente en gros, une petite vingtaine de pourcents de notre activité. Le plus gros de notre activité, c'est quand même la partie production d'enrobés, réalisation de travaux routiers, d'aménagement urbain, et puis une partie déconstruction qui est minoritaire, mais qui n'est pas du tout négligeable dans notre activité. Par rapport à l'intervention précédente, on a une activité globalement assez complémentaire avec celle de Séché, avec qui d'ailleurs on gère des affaires en commun, on réalise des beaux chantiers de dépollution avec eux. Alors, vous voyez, au vu de ces activités, en fait, la question de la REP va nous toucher aussi bien en tant que producteur que de déconstructeurs et de constructeurs même. Puisqu'en fait, nos produits, donc que ce soit des granulats ou des enrobés, vont être vendus à des entreprises de travaux qui peuvent opérer aussi bien dans le champ public, sur des travaux publics courants qui ne sont pas soumis à la REP, ou alors sur des chantiers de bâtiments qui, eux, sont soumis à la REP. Voilà. Et par ailleurs, effectivement, en tant que constructeur, on peut réaliser des terrassements urbains en particulier, évidemment, ou du VRD aussi sur des chantiers de bâtiments, même si ce n'est pas la majorité de notre activité. Donc, et puis enfin, évidemment, la partie déconstruction. Alors là, pour le coup, la plupart du temps, on est sur de la déconstruction de bâtiments. Donc là, on sera systématiquement sous le champ de la REP en tant que déconstructeur. Alors, donc, nos métiers qui seront concernés, donc effectivement, c'est ce que je viens de dire, avec la partie carrière qui, a priori, enfin, les carrières, les plateformes de recyclage, on serait en gestion avec Valobat, avec l'éco-organisme Valobat, et la partie centrale d'enrobage plutôt avec Eco-Minéraux, même si il me semble que tout ça n'est pas encore parfaitement écrit et définitif, évidemment, vu qu'il y a encore beaucoup d'interrogations, comme vous avez pu le voir avant. Et puis, j'ai parlé de nos différentes activités de travaux qui pouvaient être concernées. Alors après, j'ai que 2 diapositives qui sont assez simples. Il y a la première de ce qui semble clair. Donc, il y a 3 points qui semblent clairs. C'est que a priori, les produits des plateformes de recyclage rentreront dans la REP. Donc, en fait, des matériaux qui vont être vendus, par exemple, on parle d'un béton concassé, une grave recyclée de béton concassé, émise et produite et vendue par une plateforme de recyclage, rentrerait dans le cadre de la REP. Probablement moyennant apparemment une réfaction de la taxe. Ça a été abordé tout à l'heure, peut-être avec la question des primes. Les terres excavées, donc ça a été dit assez clairement, ne sont pas concernés. Donc ça, dans les chantiers de type bâtiment en particulier, enfin évidemment les terrassements urbains, ça c'est une partie assez importante. On a vu que cette partie de déchets qui sont des déchets inertes sont déjà gérés aujourd'hui théoriquement, même si on sait qu'il y a aussi des pratiques comment dire, pas régulières sur l'évacuation de matériaux hors site agréé. Et normalement, on doit aller vers une traçabilité qui est en cours d'organisation par l'État.
qui doit permettre de s'assurer qu'on n'envoie pas des déchets, des excédents de terrassement comme ça un peu partout, n'importe comment. Même si aujourd'hui, ça part quand même essentiellement dans les ISDI et puis en valorisation, en remblaiement de carrière. Alors, ce qui paraît clair enfin aussi, c'est la reprise sans frais sous condition de tri 7 flux. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, la condition de tri 7 flux. Concrètement, si on prend un chantier de déconstruction de bâtiments, aujourd'hui, sur un chantier comme ça, en urbain, on va se retrouver avec souvent 2 ou 3 bennes. Il y en a une où on va mettre par exemple, ça peut être du bois qui va être valorisable. Il y en a une autre, ça sera du métal, par exemple, parce que ça, on sait qu'on va pouvoir le valoriser. Et puis, il va y avoir une troisième benne dans laquelle on va mettre un petit peu tout venant qui part en ISDND, en délibé, quoi, hein, en stockage définitif. Donc ça devrait évoluer avec plus de complexité sur le chantier, puisque il faudra arriver aux 7 flux, je ne les connais plus tout à fait par cœur, mais arriver à séparer le plastique du bois, les PVC, le verre, etc. Donc pour que tous les matériaux aient le maximum de chances possibles de valorisation par la suite. Alors, j'ai mis hors amiante qui reste à gérer par l'entreprise. Alors, je ne suis pas sûr de bien maîtriser ce sujet. Ça a été évoqué avant, mais peut-être qu'on en reparlera. Moi, je n'avais pas compris, je n'ai pas vu dans le décret que l'amiante était géré par la REP. Mais bon, normalement, aujourd'hui, c'est un sujet qui, enfin, de mon point de vue, enfin, pour les entreprises structurées, en tout cas, est bien géré. Il y a des sites d'accueil agréés pour ça. Il y a une traçabilité pour ça. Donc, normalement... Enfin, bon, on en reparlera peut-être après. Et puis alors après, il y a un petit peu tout ce qui est encore assez flou pour nous. Alors, pour les producteurs de matériaux, par exemple, c'est pas encore très très clair, en tout cas dans mon esprit, mais chez mes collègues, ça n'a pas l'air évident non plus de différencier la facturation qu'on va devoir faire en fonction de la destination du matériau. Par exemple, si vous vendez un enrobé, ça veut dire qu'il va falloir questionner nos clients sur est-ce que l'enrobé va partir sur un chantier de bâtiment ou un chantier de travaux d'infrastructure, parce qu'il y en a un qui sera soumis à la REP et donc soumis à la taxe a priori, et l'autre pas. Bon, on peut imaginer toute la période de flottement en tout cas qu'il peut y avoir en première phase là-dessus. Et pour autant, il faudra bien que les éco-organismes collectent cette taxe. Pour la partie chantier, alors il y a un certain nombre d'interrogations encore et je ne suis même pas sûr qu'on les ait toutes identifiées parce qu'il y a des choses qui vont sûrement apparaître quand on va faire les premiers chantiers sous REP. Bon, on a vu le maillage des plateformes, alors c'est indiqué 10 km. Est-ce que ça sera toutes des plateformes 7 flux ou alors est-ce qu'on va se retrouver avec une plateforme une plateforme pour le bois, une plateforme pour le plastique, voilà, du coup les 10 km, est-ce que ça concerne vraiment les 7 flux? Enfin, tout ça n'est pas encore bien établi. Comment on va gérer des chantiers, par exemple, où on valorise les bétons concassés sur site, parce que finalement, ça permettait de valoriser des matériaux, mais si finalement la REP récupère ces matériaux sans frais, on peut peut-être passer à côté d'une opportunité, notamment d'avoir une économie pour le client. Ça, c'est pas encore très très clair, en tout cas pour moi. Alors il y a la question de la prise en charge de la logistique. Ça, quand on en parle avec les responsables d'agences de travaux de déconstruction, leur première angoisse, c'est de dire si c'est un éco-organisme ou des plateformes qui doivent s'occuper de la logistique de nos déchets sur nos chantiers, ça veut dire qu'on va avoir on s'expose à des problématiques de rendement, d'organisation de chantier, parce que si les bennes sont pas, s'il n'y a pas comment dire, il n'y a pas une rotation d'ébène qui est optimisée, on peut avoir des ruptures de production sur le chantier. Donc, il semble quand même qu'on sera peut-être amené à nous-mêmes faire la logistique et l'évacuation des matériaux, au moins dans un premier temps, moyennant peut-être une REP financière, c'est-à-dire qu'on se ferait rembourser cette partie-là par l'éco-organisme. Mais bon, tout ça n'est pas encore bien clair.
Et puis, j'ai mentionné un dernier point qui sera un problème probablement essentiellement provisoire, c'est l'intégration de la REP dans les marchés. Parce qu'en fait, on va répondre à des marchés, par exemple, de déconstruction, à un instant donné où la REP n'est pas en vigueur. Et puis, quid de qu'est-ce qui se passe si la REP est en vigueur après, alors qu'on a mis des prix, il y a des gens qui vont répondre avec des prix sans prix. Enfin, je ne suis pas sûr que les marchés vont s'adapter correctement dans cette phase intermédiaire, en fait, à la problématique de la REP, à l'intégration de la REP. Donc, bon, vous le voyez dans ma présentation, tout n'est pas parfaitement clair, mais vous avez compris pourquoi, puisque tous les cahiers des charges et toutes les règles ne sont encore pas bien établies. Mais finalement, je crois que ça reflète plutôt l'état d'esprit et le regard qu'on a aujourd'hui sur la REP en tant qu'entreprise. C'est qu'on est quand même encore un petit peu comme une poule devant un cure-dent. Voilà. Et donc, je crois que j'ai fini ma présentation, la présentation du sujet pour notre part. Merci beaucoup. Pour autant, je précise l'esprit de cette réglementation et de cette évolution va dans le sens que nous souhaite, bien sûr, d'une gestion correcte de ces déchets, mais aussi d'une égalité des entreprises face à la question des déchets, parce qu'on voit aussi dans les travaux publics aujourd'hui, il y a ceux qui respectent les règles et les autres. Et finalement, c'est ceux qui ne respectent pas les règles qui sont favorisés en termes concurrentiels, puisque ça coûte moins cher d'aller envoyer des déchets n'importe où que d'aller les envoyer sur un site agréé. Donc, tout ce qui amènera à plus de régularité dans ce domaine-là va dans un sens aussi d'un accès plus juste au marché. Eh bien, merci beaucoup Valérie pour cette intervention et présentation et toutes les questions que tu as pu nous poser, nous exposer. On voit que le sujet amiante fait un peu de débat et qu'il y a quelques réponses dans le chat là, sur les questions d'amiante. Et Monsieur Dassini précise que pour être un point de maillage, il faut bien accueillir 7 flux, mais que ça reste un sujet pour savoir comment mailler le territoire et équiper les territoires de ces points de maillage. Je propose à Monsieur Buff de prendre la parole et de s'exprimer en tant qu'élu du Conseil régional et puis aussi représentant à l'Assemblée des régions de France et en charge de l'économie circulaire pour voir un peu son point de vue et peut-être un témoignage aussi des questions qui permettront de mettre en relief ce qui a déjà pu être évoqué précédemment. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, très bien. Merci déjà à France Nature Environnement d'avoir créé ce webinaire. Il est très intéressant, justement, un moment charnière où, à l'intérieur de la commission interfilière de responsabilité du producteur, nous allons très prochainement travailler définitivement sur le sujet du cahier des charges. Je voudrais revenir immédiatement. Alors, peut-être vous dire, effectivement, je suis maire de Blain en Loire-Atlantique, je suis vice-président de la communauté de communes en charge de l'environnement, je suis président d'un syndicat de traitement aussi en Loire-Atlantique. Je suis donc élu régional en charge de l'économie circulaire et au travers de ces différentes fonctions, j'ai des représentations nationales, dont une à la commission interfilière de responsabilité élargie du producteur, où j'y retrouve fréquemment France Nature Environnement. Et je suis vice-président du Conseil national de l'économie circulaire qui a été créé au mois de novembre. Je voudrais revenir sur ce qu'écrit dans le chat Jérôme Dassini sur les maîtres d'ouvrage sont un maillon essentiel dans la conception de leurs travaux et projets. Il a parfaitement raison parce que avant la création de la filière REP, il y a déjà bon nombre de choses qui sont dans le code de l'environnement qu'on aurait assez tendance à oublier, qui concernent justement les commanditaires de travaux de construction. Et permettez-moi de vous en faire un rappel et vous allez voir que par rapport à la REP, c'est extrêmement intéressant. C'est toute la série DL 541 du Code de l'environnement, donc je ne vais pas vous faire les rappels des articles, mais néanmoins, c'est 1. Assurer la gestion des déchets sans nuire à l'environnement et à la santé humaine, c'est un préalable. 2. Participer à l'atteinte de l'objectif national de valoriser 70% des déchets du BTP. On a ensuite prévenir la quantité de déchets, puis hiérarchiser les modes de traitement de la valorisation à l'élimination en privilégiant les filières de proximité, voir tout le sens par rapport au maillage territorial. Caractériser les déchets en vue de leur gestion, trier sur le chantier pour éviter les mélanges de déchets et faciliter leur gestion, et enfin gérer les déchets jusqu'à leur valorisation, leur élimination finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Donc, tout ça est déjà écrit
dans le Code de l'environnement. Il ne faudra pas qu'on l'oublie en disant on part d'une novation totale avec la création d'une filière REP qui va nous emmener sur des incapacités à faire. Non, c'est déjà écrit. Donc par rapport à ça, je voudrais attirer votre attention sur ce qu'est la commission interfilière REP de responsabilité, la commission interfilière de responsabilité élargie du producteur. En fait, on est 25 votants dans cette commission, qui est une commission uniquement consultative. Il ne faut pas le perdre de vue. 5 collèges. Vous avez le collège de l'État, à l'intérieur duquel vous avez la DGPR, vous avez la DGE, etc. Vous avez le collège des collectivités, donc autorité organisatrice et planificatrice. Vous avez le collège des opérateurs. Vous avez le collège des associations, où FNE est représenté. Et puis, vous avez le collège des metteurs en marché, où vous retrouvez donc le MEDEF, CPME, d'autres fédés. Et donc, le vote des collectivités, je veux en venir à ça expressément, parce qu'on va parler derrière de services publics de gestion des déchets. Donc, ce sont les collectivités. Et les collectivités, finalement, ne représentent qu'un cinquième des votes. Et quand donc, sur une proposition de cahier des charges, d'un arrêté, quel qu'il soit, on donne un avis de la commission interfilière REP, et que les collectivités estiment que les efforts ne sont pas suffisamment conséquents en matière d'objectifs, en matière de compensation, de soutien, elles ne représentent qu'un cinquième des votes. Et donc, on peut voir un cahier des charges apparaître, on peut voir un arrêté et un décret apparaître, sans que les collectivités, finalement, soient d'accord pour que cela se mette en place. Et donc, derrière, il se passe une chose, puisqu'on a cette notion d'agrément qui intervient pour une durée maximale de 6 ans, et de contractualisation d'une collectivité avec un éco-organisme dans une relation commerciale, finalement, où la collectivité devient un prestataire de service de l'éco-organisme. Donc, ce sont tous ces éléments qui vont être extrêmement importants dans la définition du cahier des charges à venir, donc de la filière REP bâtiment, parce que vous évoquez certains sujets qui sont extrêmement importants. Ne perdons pas de vue que, de mémoire, on est sur 42 millions de tonnes, hein, c'est Laura Chiron qui redonnait les chiffres, hein, 42 millions de tonnes par an issus du BTP. Vous évoquiez les déchets dangereux, c'est 2%, hein, donc ce n'est pas ça qui est le plus important, mais néanmoins, il faut y consacrer suffisamment de temps pour savoir de quelle manière cela sera traité dans les territoires, en particulier sur les points d'apport, les points de collecte. Et vous avez donc la majeure partie qui est de l'inerte. Et sur l'inerte, on a déjà des taux de recyclage qui sont, alors je vais prendre l'aspect Pays de la Loire par rapport au plan régional de prévention et gestion des déchets, où nous sommes, on va dire, plutôt vertueux en Pays de la Loire par rapport à d'autres régions. Mais ne perdons pas de vue que ce qui a aussi déclenché l'aspect de filière REP, ce sont les 1,5 million de tonnes estimées par an de dépôts sauvages issus du bâtiment. Ce sont des chiffres qui sont donnés par l'ADEME et qui coûteraient à peu près aux alentours de 380 millions d'euros par an aux collectivités. Donc ça a été un élément déclencheur. Mais je fais exprès de remettre toujours en avant les collectivités parce qu'il y a une crainte avec la filière REP bâtiment. C'est que les déchetteries publiques, qui ne sont pas des déchetteries professionnelles, se retrouvent à un moment donné en surexploitation, ce n'est pas tellement le terme, mais en surcharge, c'est plutôt le terme, de produits issus du bâtiment sans qu'on soit dans une régulation parfaite du sujet. Donc ça a été mis en évidence. Ce n'est pas la raison pour laquelle il y a un décalage entre la mise en œuvre juridique au 1er janvier 2022 et la mise en œuvre opérationnelle au 1er janvier 2023. Jérôme Dassigny l'a évoqué aussi bien ici même que dans d'autres endroits, et puis d'autres l'ont fait de la même façon, c'est qu'on a besoin d'aller beaucoup plus loin dans la définition du cahier des charges, parce qu'il faut éviter à terme qu'on se retrouve avec des dépôts sauvages, parce que, comme l'expliquait l'interlocuteur précédent, aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont vertueuses et puis d'autres qui le sont un petit peu moins. Raison pour laquelle la loi AGEC aussi a augmenté le pouvoir de police des maires par rapport aux dépôts sauvages. Et ici, en Loire-Atlantique, on va lancer, j'espère prochainement, avec les services du procureur, de la gendarmerie, les services de l'État, etc., un soutien aux maires dans les modes de fonctionnement
pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est répression, paiement, recouvrement, etc., des dépôts sauvages, à partir du moment où on a l'identification de l'auteur par rapport à ça. Alors, je me suis éloigné un petit peu du sujet de la REP, mais néanmoins, il faut comprendre le contexte global du pourquoi, au-delà du principe pollueur-payeur, on est sur quelque chose qui va avoir une résonance, je l'espère, auprès de nos concitoyens de manière conséquente. Donc, alors je vois sur les chats, il y a des questions qui se posent en même temps par Isabelle Morel, et elle a raison sur le principe de saturation. Et effectivement, c'est un des sujets qui anime beaucoup les collectivités aujourd'hui. Les ISDND sont en saturation, les ISDI, on va avoir les mêmes sujets, et il faut absolument qu'on puisse trouver les meilleures filières en matière de réemploi, parce que là aussi, il y a un vrai sujet qui, même s'il n'est pas indexé dans le principe du cahier des charges, il est néanmoins dans le principe global du réemploi au niveau de toutes les filières REP, où on doit aller vers un changement de comportement. Et je reviens sur le propos de Jérôme Dassigny, où quand on travaille sur le principe de construction d'un bâtiment, on doit tout de suite avoir l'idée du réemploi, parce qu'on va avoir, au travers de l'article 58 en particulier de la loi AGEC, cette notion d'intégration de réemploi et de réparation sur la commande publique, en particulier de l'État et des collectivités et de leurs groupements. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et au travers de cela, sur la déconstruction, d'avoir vraiment des suivis de chantier de déconstruction qui permettent justement d'aller encore plus vers le réemploi. Donc c'est le cas de le dire, c'est un chantier qui est extrêmement enthousiasmant, mais c'est un chantier qui a tellement de parties prenantes sur le sujet que forcément on n'arrive pas à trouver le consensus immédiat sur la mise en œuvre. Donc c'est pour ça qu'il y a du retard au démarrage. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette intervention. Évidemment dans l'échange plutôt que oui. dans le... Voilà, c'est ce que j'allais lancer justement là. Donc maintenant, il nous reste un quart d'heure, 20 minutes, si vous le souhaitez, pour lever la main et intervenir, pour revenir sur les propos des uns ou des autres, ou lancer un échange justement sur comment bien travailler sur la mise en place du cahier des charges, pour qu'effectivement cette REP puisse en janvier 2023 être vraiment opérationnelle. Alors peut-être que M. Dassigny souhaiterait s'exprimer en tant que REP Valobat. Peut-être que je vous tends le micro. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Bon, parfait. Merci pour l'organisation de cet après-midi de travail. On voit que les échanges sont riches. Moi, le message principal que je voudrais faire passer, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail. Parce qu'on va devoir construire une filière depuis l'amont jusqu'à l'aval, qui fait intervenir beaucoup plus d'intervenants que dans d'autres filières REP. On a évoqué les maîtres d'ouvrage, on a évoqué les entreprises de travaux, que ce soit des artisans, que ce soit des entreprises générales. On a évoqué bien sûr les professionnels du déchet, dont certains se sont exprimés. On a les collectivités. Voilà, on a affaire à une filière qui est particulièrement complexe et qui fait intervenir beaucoup de produits, beaucoup de matériaux, avec des degrés de maturité, de recyclage, de modalités de traitement qui sont très différentes, vous l'avez évoqué, des très bonnes performances sur les inertes, des bonnes performances sur les métaux, des performances à consolider sur le plâtre, sur le plastique, et peut-être de choses à consolider et à améliorer très, très, très largement. Et puis il y a un autre chantier qui est celui aussi de ces multi-canaux de reprise. Et c'est ce que je mettais dans le fil de conversation. Chacun doit trouver sa cible et doit trouver la captation qui doit être la sienne. Et chacun doit pouvoir jouer son rôle à plein vis-à-vis de ces détenteurs. Et je crois qu'en disant détenteurs, je crois que nous, en tout cas, on dit que c'est notre principale cible. On doit offrir aux détenteurs du déchet PMCB des consignes simples, des lieux simples qui vont lui permettre de faire le geste de tri pour lutter contre les dépôts sauvages,
et pour mettre en œuvre des boucles d'économie circulaire. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Puis peut-être un autre sujet qu'on veut mettre aussi en avant, qui est le réemploi. Il y a beaucoup de travaux. Madame Chiron, vous avez évoqué des objectifs. Nous, ils nous paraissent un petit peu surdimensionnés au rapport de l'étude de l'ADEME qui dit qu'il y a aujourd'hui moins de 1%. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, bien loin de là. Il faut se mettre autour de la table, définir un point zéro. Et nous, clairement, dans la réponse qu'on a faite, c'est de dire qu'on veut doubler ce point zéro sur les enjeux de matériaux. Mais ça, c'est une proposition que l'on fait. Voilà. Je vais pas monopoliser la parole plus longtemps, juste pour dire aussi qu'on va effectivement construire le maillage avec l'ensemble des acteurs locaux en venant au-devant des différents conseils régionaux et de leurs acteurs partenaires pour mettre les choses sur la table. Et peut-être qu'on n'aura pas un maillage tout de suite totalement performant, mais si on se donne des lignes d'horizon, si on se donne aussi des points de captage qui sont intéressants, qui sont performants, eh ben, on aura la possibilité de challenger tout ça. Mais voilà, construisons ensemble cette filière qui est quand même complexe et ambitieuse. Et c'est un beau challenge. Et merci beaucoup en tout cas de l'organisation de ce webinaire. Je vais revenir sur une question qui avait été posée par M. Fontenot tout au départ de ce webinaire, qui posait la question suivante. Dans quelle mesure les concepteurs de bâtiments, architectes, bureaux d'études, etc., seront d'une part formés et d'autre part contraints à mettre en place des solutions favorables à une gestion facilitée des flux aval? Comment vous voyez ça, acteurs de la structure? Comme je l'ai écrit, pour nous, les maîtres d'ouvrage et l'ensemble de leurs partenaires sont vraiment des acteurs essentiels. D'abord dans la mise en œuvre de produits éco-conçus et puis bien sûr aussi dans la mise en œuvre de solutions de déconstruction. Donc là, c'est prévu dans le cahier des charges et nous, on en fera un axe de sensibilisation, d'information, de communication et des partenaires pour être en capacité d'aller chercher sur leur chantier ou de faciliter toute la déconstruction des produits. Donc il y a tout un volet dans le cahier des charges qui prévoit cette sensibilisation et tout ce partenariat qui est vraiment essentiel. Et puis je parlais aussi tout à l'heure de la question de la progressivité. Alors aujourd'hui, la solution qui est prévue dans le cahier des charges, qui a été diffusée au mois de décembre, je crois, a fait l'unanimité contre elle, parce qu'elle était complexe à mettre en œuvre et puis probablement source de discrimination entre des territoires et entre des canaux de reprise. Voilà, nous, on a fait une proposition de progressivité qui met en avant le geste de tri. On verra si cette proposition a été faite, mais on souhaite donner un point de départ très focalisé sur le geste de tri et sur la présentation de matériaux triés séparément, en tout cas au départ. Et puis après, eh bien, on ira vers la collecte conjointe, on ira vers d'autres flux et les coûts de transport. Voilà ce qu'on avait proposé, mais ça, pour le coup, c'est uniquement une proposition Valobat. Je suis incapable de vous dire si c'est repris aujourd'hui dans le cahier des charges. Monsieur Métais, on ne vous entend pas parce que votre micro est coupé. Tout à fait. La main levée de la part de Monsieur Fontenot, donc je lui donne la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Très bien. C'était juste pour préciser un tout petit peu ma question. Vous avez très bien répondu sur le volet sensibilisation des concepteurs de bâtiments, donc les maîtres d'œuvre. Cependant, j'avais un deuxième volet de ma question qui était sur le volet contrainte, parce qu'en fait, aujourd'hui, en tant que moi-même étant bureau d'études thermiques et je travaille avec les architectes toute la semaine, voilà, on peut mettre en place un peu ce qu'on veut comme solution. Il n'y a personne qui va nous embêter. Tant qu'on respecte la réglementation thermique, bon, en fait, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc, on peut mettre en place des panneaux sandwich collés impossibles à recycler. On peut mettre en place des polystyrènes expansés sous enduit ciment que je suis bien curieux de savoir s'ils sont recyclés correctement. En fait, on n'est pas contraint, donc la performance thermique est au rendez-vous, notamment en rénovation, parce qu'après, il y a
pour les bâtiments neufs, il y a la RE 2020 là, qui sort, la nouvelle réglementation qui fait qu'on est un peu plus contraint sur les matériaux, encore que. Et donc, en gros, notre sensibilisation, bah, c'est super intéressant que le corps des concepteurs de bâtiments soit de plus en plus sensibilisé, mais à un moment, la contrainte deviendra indispensable parce que, bon, on peut être sensibilisé, mais nous, on a des clients qui nous disent bon, bah, c'est bien votre solution d'isolation par l'extérieur sous bardage avec matériaux biosourcés, mais comme ça coûte 50 voire 100% plus cher que la solution équivalente en termes de performance, bah, nous, on va prendre la solution non recyclable, quoi. Oui, merci pour la question, parce qu'effectivement, j'ai pas développé ce volet éco-conception. L'éco-organisme, Mme Chiron l'a évoqué en introduction, devra faire une proposition d'éco-modulation des éco-contributions sur les matériaux et sur les produits qui seront mis sur le marché. Alors, j'attire juste l'attention de tout le monde sur un point, c'est que ces produits et ces matériaux de construction, ils ont quand même une durée de vie assez longue dans le bâtiment et ils ne préjugent pas nécessairement des modalités de tri et de recyclage qui viennent. Et je veux dire que c'est aussi une des difficultés du critère d'éco-modulation parce que un produit, comme vous le dites très justement, est aujourd'hui performant sur le volet énergétique, peut-être moins sur le volet recyclage aujourd'hui. Qu'en sera-t-il demain? Voilà. Donc, mais en disant ça, je soulève bien évidemment plus de points d'interrogation que de solutions. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Encore d'autres questions. On a une question dans le chat qui revient effectivement à ce que disait tout à l'heure Valérie de la société Charrier, qui a mis en évidence la gestion des déchets de béton de démolition sur chantier qui pourraient être sourcés et éventuellement gérés par les éco-organismes. Si c'est le cas, comment serait redistribuée cette ressource tant financièrement que quantitativement à tous les acteurs du recyclage? Je ne sais pas qui a une vision un peu de ce que ça pourrait être la réponse de demain. Pas précisément pour moi, en tout cas. L'idée, effectivement, c'est que sur les chantiers, un flux qui serait trié devrait être repris sans frais. Voilà, mais à discuter. Je vais y revenir personnellement sur la question, et M. Buffle l'a évoqué, des dépôts sauvages de déchets issus du bâtiment. En région Pays de la Loire et même dans la France entière, FNE a un outil qui s'appelle Sentinelle de la Nature, qui permet à des citoyens de nous faire remonter des atteintes à l'environnement. On a fait le bilan là, 2021 des remontées, des signalements qu'on a reçus donc en 2021, et 40% des signalements sont des dépôts sauvages. Hein. Bon, une grande partie quand même est apportée par des individus, mais on a quand même eu des remontées de dépôts issus de démolition, de déconstruction, de rénovation du bâtiment, sans savoir forcément si c'était des gens individuels qui font les travaux chez eux le week-end et qui ne vont pas à la déchetterie, ou si ça émanait de professionnels. Après, au regard de certains dépôts au terme de volume, on penche parfois plus à des professionnels qu'à des individuels. Mais on a en région Pays de la Loire ce souci-là aussi de ne pas avoir un flottement dans les mois qui viennent avec la mise en place de cette REP, même si, comme le disait M. Buff, dans le code de l'environnement, quand même, on a la base de la réglementation, que ça n'aille pas non plus inciter dans cette période de flottement à faire n'importe quoi pour quelques acteurs qui devant une certaine incompréhension des règles, puissent effectivement se dire, allez, pris par le temps ou pour les questions financières et de ce flou, je vais aller au plus simple et mettre ça au bout d'un champ, au bout d'un chemin en milieu naturel. Donc on sera vigilant, nous de notre côté association, et effectivement, comme vous le disiez, Monsieur Dassigny, il faut travailler ensemble là, dans les semaines et les mois à venir pour que ça soit efficace en janvier 2023 et qu'on n'ait pas ces petites dérives potentielles qui viennent s'accumuler. Voilà. Je donne la parole à Isabelle Morel.
Oui, bonjour. Pour rebondir là sur cette question des dépôts sauvages, c'est sûr que ce qu'il faut absolument, c'est mettre à disposition des entreprises des points d'apport volontaire ou des possibilités de collecte assez larges. Après, on ne pourra jamais lutter, mais de la même manière qu'on ne peut pas lutter contre des citoyens qui font n'importe quoi, de manière individuelle, c'est vrai qu'il y a aussi des entreprises qui peuvent aussi faire n'importe quoi. Ce n'est pas la majorité, heureusement. Au niveau de la loi AGEC, il y a une obligation depuis le 1er juillet qui mentionne au niveau des devis de travaux la manière dont ils vont gérer les déchets de ces chantiers qui sont en train de deviser. Donc, ils doivent indiquer les quantités, le coût, le niveau de tri et les lieux de dépôt ou les structures de collecte qui vont prendre en charge ces déchets. Donc, l'idée, c'est vraiment d'anticiper en phase chiffrage pour que au niveau du chantier, ils ne se retrouvent pas sans avoir prévu la manière dont ils vont gérer les déchets. Donc ça, c'est déjà une belle avancée. On a pas mal, nous, d'entreprises adhérentes qui ont commencé à mettre ça en place. Elles ne le font pas toutes pour le moment, mais ça va être mis en place progressivement. Donc, ça permettra certainement… on a vu déjà que ça leur permet de se pencher sur la question de la gestion des déchets, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, puisque elles font de la même manière depuis de très, très nombreuses années, sans être, sans forcément reconsulter leurs prestataires de collecte, sans se poser la question quand on dépose en déchetterie où ça va. Donc là, c'est vrai que la loi AGEC, elle a quand même permis de faire bouger les choses et de sensibiliser et de rendre conscientes pas mal d'entreprises sur la problématique des déchets. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, sur la question des dépôts sauvages, là, on est très loin de certaines situations de régions. Je pense à la région PACA, qui a fait l'actualité en début d'année, en fin d'année 2021, début d'année. Voilà, on est très loin de ça. Effectivement, on estime, nous, FNE Pays de la Loire, que les acteurs du bâtiment en région Pays de la Loire, on travaille bien et que ça ne pose pas de gros problèmes. Peut-être tout à l'heure, on a eu dans le chat Monsieur Lemoine, Emmanuel, qui nous faisait écho de la place des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui semblent être les grands oubliés selon lui dans cette REP. Peut-être si Monsieur Lemoine est là, peut-il s'exprimer un peu plus sur ce sujet-là ? Oui, je veux bien. Donc, moi, je fais partie d'une recyclerie à Saint-Nicolas-Bredon. Depuis 2 ans, on va dire qu'on essuie les plâtres un petit peu sur le réemploi de matériaux, avec pas mal d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. On en a identifié une petite centaine un peu partout en France qui vont au charbon déjà pour monter cette filière de réemploi, pour expérimenter avec des forces bénévoles, avec parfois peu de moyens. Et puis faire déjà le constat que voilà, cette filière elle est émergente. Réemployer des matériaux d'un côté, c'est une très bonne idée. Il faut trouver les débouchés de l'autre, les solutions logistiques, notamment de stockage, qui sont des défis permanents, quoi. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait par ESS France, donc, qui regroupe des structures de l'économie sociale et solidaire au niveau national, et dont l'Ecrouvis a fait partie. Et puis, il y a un petit plaidoyer que j'ai mis en lien dans le chat qui explique les recommandations, les préconisations qu'on aurait aimé voir aussi dans cette REP matériaux, quoi. Donc, je vous invite à aller le parcourir. Il y a pas mal de choses, et puis notamment des exemples des structures un petit peu partout en France, comme la nôtre, qui sont sur le travail, soit de revente des matériaux, soit de déconstruction sélective, de transformation à différentes étapes de la filière. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vois l'heure qui passe. Je vais peut-être, avant les remerciements pour les différents intervenants, proposer à M. Buche de prendre la parole justement sur ces plateformes de
déconstruction, ESS, etc. Je sais que sur le Pays de Blain, il y a aussi des acteurs qui œuvrent, et comment une collectivité locale ou les collectivités locales peuvent être un acteur aussi pour soutenir les acteurs de l'ESS ou les acteurs du monde du bâtiment pour rendre cette REP PMCB efficace dès le début de l'année prochaine. J'avais commencé par ça, je crois que je vais finir par ça, sur les donneurs d'ordre. C'est effectivement, alors je pilote un groupe de travail dans le Conseil national de l'économie circulaire qui s'appelle Économie circulaire et commande publique et commande privée. Et en fait, ce sujet, c'est qu'il faut être en capacité de pouvoir proposer pour que les acteurs s'inscrivent dans la démarche. C'est bien le donneur d'ordre qui va impulser sur le sujet du réemploi sa volonté de voir sur son territoire ce qu'il a envie de voir. Je vais vous donner l'exemple, puisque vous me le citiez sur le Pays de Blain. Donc, en tant que président du syndicat mixte Centre Nord-Atlantique, on gère 17 déchetteries sur 5 communautés de communes. Et à Blain, nous participions au loyer d'une recyclerie qui a vu le terme de son bail non reconduit. Et s'est posé la question pour nous de dire on continue à accompagner, mais on n'a plus de local. Et donc, sur la base du loyer que nous payons tous les ans, nous avons fait une simulation d'acquisition de terrain et de montage immobilier pour refaire une nouvelle recyclerie. Ça passait financièrement. La recyclerie qui est gérée par une association d'insertion qui s'appelle R. On leur a proposé de rentrer dans ce schéma avec nous. Et donc, on est parti sur l'acquisition d'un terrain et le fait de monter une recyclerie de 500 mètres carrés. Et là, l'idée saugrenue nous est venue de dire, et si on en faisait un chantier exemplaire, à savoir un bâtiment construit 100% de matériaux issus du réemploi de chantiers de déconstruction locaux. Et voilà. Et on a posé le sujet. Maintenant, charge à tous les intervenants, les architectes qui ont répondu à notre appel d'offres, etc., de partir dans la démarche. Donc ça veut dire derrière, on a créé une matériothèque, ça veut dire derrière, on a recruté quelqu'un qui analyse les matériaux qui sont récoltés ici ou là sur les chantiers de déconstruction. Ça veut dire qu'on est en certification, bien évidemment, assurantielle derrière pour que ce matériau récupéré sur un chantier de déconstruction ça rentre dans une garantie décennale du nouveau bâtiment, etc., etc. Donc vous voyez, on est bien sûr, si le donneur d'ordre ne met pas dès le départ les conditions pour faire, eh bien on va être dans quoi? Dans le business as usual. On ne va pas se préoccuper si ce n'est de respecter la loi sur la norme X ou Y. Donc il y a vraiment une volonté des donneurs d'ordre. Alors là, je l'ai fait à titre public, mais ça peut se faire à titre privé. Une entreprise peut décider sur son chantier de construction de tel ou tel bâtiment d'être dans la même démarche. Il n'y a rien qui va l'empêcher. Donc c'est vraiment une dynamique qu'il faut créer. Et donc sur ce groupe de travail au niveau national que je pilote, d'ailleurs avec l'Institut national de l'économie circulaire qui m'accompagne aussi en tant que copilotage, l'idée c'est de pouvoir aller vers une formation pratico-pratique et opérationnelle des acheteurs. Et derrière, de mettre en œuvre très rapidement. Alors il y a beaucoup de littérature sur l'économie circulaire dans la commande publique, mais l'idée c'est cette formation opérationnelle très rapide pour que les CCTP, les closiers soient d'une facilité à mettre en œuvre. Donc il y a beaucoup de clusters au niveau national qui commencent à travailler, et pour certains qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets-là. Et donc cette dynamique est en route, elle progresse rapidement, et donc la REP va aider normalement à aller encore plus loin sur ces sujets. Je remets le micro. Merci beaucoup pour cette réponse, cet exemple territorial, et effectivement les matériothèques et autres projets qui découlent effectivement de cette envie de réemploi et de réutiliser des éléments de déconstruction fleurissent un peu sur la région Pays de la Loire et partout en France. C'est aussi une des réponses à cette REP PMCB. Il est 15h32, on s'était fixé 15h30. S'il y a une dernière question, on peut la prendre. Donc je tends la perche à qui veut la saisir.
Non, mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup de l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Là, on était plus de 60 personnes à un moment donné connectées. On a eu aussi pas mal de personnes qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas être présentes et auxquelles on enverrait le replay. Je tenais à remercier l'ensemble des intervenants, Laura Chiron de FNE, Benjamin Denis du groupe Séché, Vélaï Verber du groupe Charrier, et puis bien sûr Monsieur Buff, élu territorial et régional, pour votre participation aux interventions et à l'ensemble des personnes qui ont fait vivre ce webinaire. Je vous propose de nous retrouver peut-être dans l'année sur un autre webinaire en lien avec l'économie circulaire. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.